Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais corriger le travail sur Galilée. On l'a déjà fait un petit peu sur Discord, mais pour ceux qui ont raté le rendez-vous, ça leur sera bien utile. Après, je continuerai sur les progrès scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Voilà. Alors, pour Galilée, vous vous souvenez, vous aviez ces deux extraits à regarder et ces 4 questions à faire. Alors c'était pas très compliqué, si vous avez bien écouté, Sur quoi s'appuie Galilée pour appuyer sa théorie? Sur un télescope qui lui permet de prouver ses affirmations et sur des expériences scientifiques diverses. J'y reviendrai après. Et quelle est son affirmation majeure? C'est que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne également sur elle-même. Cette idée avait déjà été évoquée par un Polonais qui s'appelle Copernic, ça m'amène à la question 2, mais Copernic n'avait pas eu gain de cause, et on nous dit dans la vidéo qu'il y a un Italien appelé Giordano Bruno, qui a été brûlé pour avoir affirmé ces thèses de Copernic, comme quoi c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc vous voyez, à l'époque, l'Église défend fermement son idée, à savoir que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et que la Terre est au centre de l'univers, ce qui est faux. Et que ce soit Copernic, Giorgio Bruno ou comment elle s'appelle, Galilée, ils ont tous les trois des difficultés pour affirmer donc leur thèse, pour affirmer la vérité. Donc l'Inquisition pour la question 3, elle est vraiment agressive. Si vous regardez, le grand inquisiteur emploie un ton très très dur, très agressif. Il dit les choses de manière simple. Je pose des questions, vous donnez les réponses. Vous restez debout, comme si Galilée était déjà coupable ou comme s'il était en position d'accusé, comme quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Et puis l'Inquisition qui a une vision très étroite de l'astronomie. Vous voyez, ils nous disent, de toute façon, la Bible a dit que Dieu avait créé l'homme, l'homme est la plus parfaite création de Dieu, donc il est forcément au centre de l'univers. Ou deuxième argument, le matin, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, donc c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Donc vous voyez, des arguments basés sur l'observation, très simples, ou sur l'étude de la Bible. Et du coup, ils sont très à l'attaque, très en colère également. Et lorsque Galilée fait sa petite expérience scientifique avec la sphère noire et puis la sphère avec la bougie, et là, tout de suite, ils réfutent ce qu'ils disent, ils veulent pas en tenir compte, ils sont de mauvaise foi en fait. Voilà, donc on pouvait dire beaucoup de choses sur leur agressivité, leur colère, leurs arguments étroits et leur mauvaise foi. Comment se termine ce procès? C'était l'extrait 2. Galilée habillé en pénitent, c'est-à-dire quelqu'un qui demande un peu pardon, qui a quelque chose à se reprocher. Galilée en pénitent doit réfuter et renier ses affirmations, et devant tout le monde en public, il est humilié et il doit dire que sa théorie qu'il reconnaît que sa théorie est totalement fausse. Et la légende veut que tout bas il aurait murmuré, et pourtant elle tourne. Donc l'Église remporte le procès et Galilée est forcé à se taire, est forcé à renier sa théorie. Il faudra attendre encore un bon moment pour que on reconnaisse définitivement que c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil. Ok? Donc notez bien Galilée qui s'appuie sur des observations scientifiques au télescope et des expériences là aussi scientifiques. Ensuite, quelles sont les autres évolutions scientifiques de cette période du XVIIe et du XVIIIe siècle? On a par exemple dans le domaine de la médecine un médecin important, un chirurgien même, qui s'appelle Harvey, c'est un Anglais. Et regardez ce que dit le texte. Il s'intéresse à la circulation sanguine grâce là aussi à des observations scientifiques. Grâce à des dissections, il découvre que la théorie des humeurs, c'est-à-dire des 4 éléments qui circulent dans le corps, est une erreur. Sachez qu'à l'époque, au XVIIe siècle, on fait encore des saignées pour évacuer les mauvaises humeurs. Évidemment, les saignées, ça affaiblit plus le malade qu'autre chose.
Donc là aussi, Harvey en fait des observations scientifiques, des expériences scientifiques pour amener de nouvelles théories qui vont bouleverser les anciennes affirmations. Alors, ces scientifiques, ces savants, ces découvreurs, ils vont avoir la protection du roi. Alors en France de Louis XIV, mais ça va être aussi pareil dans les autres pays. Donc pourquoi Louis XIV appuie et soutient comme ça les savants? C'est par souci de récupération, pour essayer de récupérer le prestige et la gloire que constituent les nouvelles découvertes. Alors là, vous voyez donc ces savants. En noir, c'est le ministre de l'économie que vous connaissez, Colbert. Et puis là, en bleu, puis derrière, ce sont des savants qui sont accueillis par le roi. Et vous avez même des savants étrangers. On vous dit des étrangers, tels un savant hollandais, Huygens, qui est spécialiste de l'optique. Et ces académies rassemblent les meilleurs scientifiques, notamment des physiciens spécialistes de l'optique. Donc, ils sont financés par le roi et soutenus par le roi. Et ça permet aussi l'essor des sciences, parce qu'ils ont un appui financier et politique. Ok ? Alors, je vous laisse faire une petite trace écrite sur votre cahier avec les mots-clés suivants. Harvey, dissection, Académie des sciences. Vous pouvez rajouter Colbert aussi, si vous voulez. Subvention, soutien, etc. C'est tout à fait de votre niveau. Donc il n'y a pas que du Galilée, il y a une floraison de savants qui mettent en avant de nouvelles théories basées sur des expériences scientifiques. De même, au XVIIIe siècle, on va encore plus loin, c'est-à-dire que les découvertes sont plus nombreuses et plus diversifiées. Ça va encore plus loin, si vous voulez. Alors là, je vous ai mis pareil une nouvelle liste, sous la forme d'une chronologie. Donc, on trouve la machine à pression, le thermomètre, les hauts fourneaux, l'histoire naturelle de Buffon, le paratonnerre, les machines à filer, la machine à vapeur de James Watt, invention célèbre sur laquelle je reviendrai, les premiers essais d'automobile de Joseph Cugnot, je crois que c'est le fardier si je me souviens bien, la découverte de l'oxygène, l'invention du bateau à vapeur, de la montgolfière. Donc là, vous voyez que on a des découvertes tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y a une découverte, une invention qui est réalisée, que ce soit dans la biologie, histoire naturelle de Buffon, que ce soit dans la physique, que ce soit dans l'industrie et la technique, telle que la machine à vapeur, ou dans le domaine, pas de la physique, mais cette fois de la chimie. Donc vous voyez que ce sont des découvertes nombreuses, qui sont fréquentes, régulières, mais aussi très diversifiées. Et je reviens sur la montgolfière. La montgolfière, expérience tout à fait nouvelle. Pour la première fois, l'homme peut voler d'une manière plus sérieuse, plus longtemps, à une plus grande altitude. C'est mieux que les ailes et les deltaplanes que les savants arabes avaient essayé de faire au Moyen-Âge. Sachez qu'un ballon sera utilisé pour la première fois sur le champ de bataille comme poste d'observation à la bataille de Fleurus en 1794, utilisé par les Français comme observatoire. Donc là, cette montgolfière, c'est un très fort symbole de toutes ces nouvelles découvertes qui fondent un petit peu l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle. Ok, donc là, je vous laisserai aussi prendre des notes. Ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo. Reprenez mon document précédent pour rédiger un petit paragraphe. Alors, la prochaine fois, j'évoquerai l'économie avec les physiocrates et je reviendrai aussi sur la machine à vapeur et puis on verra aussi d'autres éléments. Merci pour votre écoute, soyez bien sérieux et à bientôt. Plein de bonnes choses à vous.